Bonjour et bienvenue pour la formation Viaparent sur comment optimiser ses articles de blog pour être plus lus. Alors on est ensemble pour une petite heure, vous pourrez peut-être revoir la vidéo plus tard si ma prestation est correcte, hein, parce que bon après tout, elle va peut-être pas intéressante. Petite précision, apparemment ça va être dit sur le groupe, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la vidéo, on va faire des petits temps de questions entre deux qui vont vous permettre d'éclairer peut-être certains points si je suis un peu trop vague ou que je vais un peu trop vite ou que j'ai dit n'importe quoi. Alors d'abord, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, Switch, je n'ai pas mis ici officiellement, aussi connu sous le nom de Papa Panique, on me retrouve sur la vie des blogs, sinon par ma société SW Media. Je voulais aussi remercier Viaparent de nous accueillir ici, puisque faire des formations pour blogueurs, on m'avait déjà demandé. Je ne voulais pas faire quelque chose qui soit payant ou pas trop cher, parce que c'était pas forcément le but. Et Viaparent m'a proposé de m'héberger pour le faire gratuitement, afin que ça puisse être accessible à tout le monde pour aujourd'hui. Alors déjà, de quoi on va parler? De blog, vous allez me dire sûrement. Alors on va parler d'écrire pour le web. Ou pas. D'aspect visuel, de technique, de référencement et de réseaux sociaux. Parce que pour être plus lu, il faut faire un peu tout ça. C'est hyper perturbant pour le coup, je vous le mets ici parce que je regarde le truc au lieu de vous regarder alors qu'en fait on est en formation, on est sur une table et j'ai plus tendance à regarder la caméra. Au moins en ligne vous pouvez me voir un peu plus. Donc, alors là, je vais vous donner une super technique d'apprendre à écrire pour le web en 15 secondes. Tu es prêt à la noter, tu as 15 secondes pour la mettre sur ton PC. Alors attention, il faut commencer par écrivez pour vos lecteurs. C'est la meilleure des techniques parce que vous avez plein de choses, on va voir quelques bases derrière. Mais en fait, c'est la première chose à voir, écrire pour son lecteur. Parce que si vous écrivez uniquement en suivant les techniques, vous allez avoir des articles qui vont être totalement imbuvables. Ça va faire fuir tout le monde, ça peut être intéressant, et ça, on va le voir aussi tout à l'heure. Donc les règles qu'on peut voir, c'est alors un article en dessous de 250 mots, c'est pas un article. Si tu n'as pas ça à dire, tu fais un post sur Facebook, si tu as encore moins, tu fais un tweet. Et ça, parfois, ça devrait être appliqué. Après, moi je dirais plutôt 500 mots. C'est vraiment un strict minimum, je trouve en tout cas. Il y a des règles de référencement qui disent 2000 mots. Mais alors 2000 mots, ça commence à faire. Oui, 2000. Quand on écrit un article aussi, on va définir un mot-clé. On sait de quoi on va parler, on va réfléchir au mot-clé principal de son article. Alors si, je sais pas, si on parle de Viaparent, et ça va être le mot-clé, ça va être kid-friendly par exemple. Et le mot kid-friendly, il va falloir le remettre 1, 2, 3 fois potentiellement dans son article. Attention à ne pas bassiner non plus tout le monde, à mettre kid-friendly dans tous les sens parce qu'au bout d'un moment ça va ressembler à rien et ça va être illisible et même pour Google en termes de référencement ça va avoir tendance à vous pénaliser. Et pour justement ne pas avoir trop le souci avec à répéter tout le temps le même mot-clé, vous allez pouvoir utiliser tout le champ lexical du mot-clé. Donc kid-friendly, on va pouvoir utiliser pour enfants, je sais pas, Amaury, tu vas le connaître par cœur, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser Amaury ne veut pas nous parler. La présentation, c'est pas la peine de recopier toute la présentation, je la donnerai. Hein. On a une élève très studieuse avec nous qui recopie tout avec beaucoup d'attention. Oui, non, je donnerai la présentation, c'est pas la peine de tout recopier. Prends juste ce qui est intéressant pour toi. Donc c'est bien de connaître les règles, parce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas focaliser dessus. Il faut juste les avoir en tête. Essayez de temps en temps, quand vous prenez vos articles, de relire, est-ce que j'ai bien mis les bons mots-clés, est-ce que j'ai bien le bon nombre de mots, etc. Au bout d'un moment, en fait, vous n'avez même plus avoir besoin de vous prendre la tête dessus, ça va être totalement automatique. En fait, c'est ça, les vraies règles de rédaction. Il y en a quelques-unes, on les lit. Alors là, j'ai mis le plus basique. Vous pouvez chercher quelques pavés, faites comme ci, comme ça. Et là, en fait, réellement, il faut avoir conscience de ces règles, les travailler un petit peu, et au bout d'un moment, on écrit totalement, automatiquement dessus. Parce que surtout, pour ça qu'il faut écrire, il ne faut pas trop se prendre la tête dessus, parce que bloguer, c'est avant tout un plaisir. C'est pas pour... on fait pour partager une expérience, et pas pour
pour faire immédiatement une entreprise, ou alors c'est quelque chose de particulier, ou en effet pour certains qui créent un blog parce qu'ils ont vu Jean-Pierre Pernaut qui a dit qu'il y a une blogueuse qui gagne des 1000 et des 100, qui reçoit plein de cadeaux, et oh magie, je vais créer un blog. Mais non, un blog c'est du boulot, et c'est pas du jour au lendemain que vous allez recevoir des cadeaux de plein de partenaires, sauf si certains qui les contactent en direct en disant je crée un blog, attention, envoyez-moi des trucs. Mais bon, bref, tout ça, on va pas creuser la question aujourd'hui. Et donc, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, c'est parce que même si vous bloguez par plaisir, dans tous les cas, on a tous envie d'être lus et d'être toujours un peu plus lus. Et pour être toujours plus lu, il faut donner envie à ses lecteurs. Alors déjà, pour être lu, la première chose que les gens vont voir, que ce soit n'importe où, que ce soit en arrivant sur votre blog, en voyant un lien sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou autre, c'est votre titre. Alors le titre, il va devoir être accrocheur. Donc déjà, à quel moment on le choisit? Il y a plein de manières de faire, plusieurs personnes font différemment. Il y a des personnes qui vont écrire tout leur article et à partir de là vont relire tout leur article, tout leur contenu et définir un titre qui va être cohérent avec leur article. Moi, quand je commence à écrire un article, j'ai déjà les 2/3 du contenu en tête, si c'est pas plus parfois. Je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, donc mon titre c'est la première chose que je mets. Je connais mon mot-clé, il est déjà dedans et après je suis parti, je suis en roue libre. Et aussi un élément dans le titre pour qu'il soit accrocheur, il faut vraiment résumer un peu l'article en quelques mots, mais il ne faut pas trop en dire non plus. Donc par exemple, si cas personnel, tiens, mon chien a eu des puces et voilà. Donc si j'écrivais un article dessus, je pourrais mettre j'en avais marre des puces de mon chien, j'ai trouvé une solution pour m'en débarrasser. J'ai tout dedans, mais c'est un peu long et pas forcément optimisé. À la place peut être mon chien a des puces, découvrez comment je m'en suis débarrassé. Non seulement ça donne un peu plus envie, mais en plus on retrouve directement, alors mon chien a des puces, c'est ce qu'on aurait tendance à mettre en recherche Google. Comment débarrasser, on a les mots-clés pour le référencement, vous avez tout ce qu'il faut. Alors par contre votre titre il doit être accrocheur. Oui, j'explique juste derrière ce que c'est, mais il ne faut pas que ce soit du putaclic. Alors le putaclic, qu'est-ce que c'est? Le putaclic, ça va être un titre d'article qui va vous donner envie de cliquer. Vous allez cliquer, vous allez vouloir voir. Et là vous allez arriver, déception. En fait, on vous a donné un super truc et en fait, il n'y avait rien. Un super exemple, je vous livre mon terrible secret. Eh ben en fait, elle a oublié de se maquiller avant de partir au sport. Pouf, terrible. Ce père est un monstre avec ses enfants. Ce qu'il a fait va vous horrifier. Ouais, eh ben, il n'a pas voulu qu'il regarde la Reine des Neiges pour la 10e fois. Déjà, rien que la première fois, il devrait être en tôle. On va pas parler de la Reine des Neiges parce que là, je vais bouffer toute mon air sinon. Et ouais, le putaclic, c'est de la merde. Ne le faites pas parce qu'en fait, il y a un truc, justement, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais il faut savoir que Google, on a pour 90%, 80% des blogueurs, on utilise Google Analytics. Google, c'est tout sur votre blog. Il sait combien de temps les gens passent sur vos articles, il sait combien de temps, comment sont arrivés les gens, quand est-ce qu'ils repartent. À l'article putaclic, on va arriver dessus, on va voir qu'en fait on s'est fait arnaquer. Et on se barre. Résultat, on a un taux de rebond de 100%. On a un temps de lecture d'article qui a été estimé par Google à 3-4 minutes. Les utilisateurs restent 15 secondes. L'article est classé comme une daube. Et ça servait à rien. Par contre, sur les réseaux sociaux, c'est là-dessus que marchent certains, je ne vais pas citer les grosses marques que tout le monde connaît, qui travaillent bien là-dessus. Hein. Et pourtant, on continue toujours d'y aller. Hein. Sinon, on ne les connaîtrait pas. Un autre truc, justement, c'est soigner l'aspect visuel de son article. Si je vous montre ça, est-ce que vous le lisez? Voilà. Pourtant c'est très intéressant, j'ai pris un lorem ipsum mais je suis allé chercher le bir ipsum. Donc non, ça on va pas aller le lire. L'article il va falloir penser un petit peu à l'aérer. On va pouvoir utiliser les sous-titres par exemple. Juste faire des sauts de ligne de temps en temps, c'est tout bête, ça ne mange pas de pain. Et là on va pouvoir avoir quelque chose de ce type. Déjà c'est pas encore top, mais c'est un petit peu mieux.
Alors là, dedans, alors ça se voit pas trop à l'écran avec les tailles que j'ai mis, mais on a du titre 2, du titre 3. Un truc, ne mettez jamais le titre 1 plus d'une fois dans votre article. Le titre 1, c'est une fois, le titre principal. On peut utiliser plein d'outils de base sans aller plus loin dans les outils qu'on peut ajouter avec des plugins sur les différents moteurs de blog. On a plein d'outils à disposition, les Listatus. On peut simplement se faire un petit listing, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant, assez rapide à voir. On a tout de suite notre info. Mettre du texte en gras. Si vous avez une idée importante à faire passer, un petit peu de gras. Et avec le gras que vous mettez dedans, il faut savoir aussi que le gras, c'est un... Le gras, c'est la vie, oui, tout à fait. Tu peux le dire à voix haute. Hein, c'est pas parce que c'est filmé que tu peux le dire à voix haute. Je ne balance pas parce que tu as été timide pour le dire, Angélique. Non. C'est moi, donc tu me dis que c'est... Donc, je disais, pour revenir à nos mouflons, que le gras est considéré par les moteurs de recherche comme un mot-clé. Donc attention à utiliser avec parcimonie, il ne faut pas mettre tout votre texte en gras parce que j'ai plein de mots-clés, c'est génial. Non, vous allez mettre 2-3 parties en gras et ça va être tout de suite interpeller le lecteur au niveau visuel et Google au niveau référencement. Et vous pouvez aussi mettre de la couleur, un petit peu de couleur de temps en temps. Oui, ça peut être joli. Moi j'en mets toujours en bas sur une étape pour avoir un peu plus bas. Donc, mais pareil, il ne faut pas trop faire un arc-en-ciel parce que sinon après... ça fait un petit peu mon petit poney quoi. En fait j'ai mis des super illustrations mais tu es tellement concentré sur ton PC, je vais te le confisquer. Non, j'ai mis un petit poney qui saute quoi. C'est vrai que c'était beau. Quand même. Ensuite, il faut illustrer les articles. Alors illustrer les articles, on peut... parfois ça peut être un peu difficile selon les thématiques de trouver des bonnes images. Mais il faut chercher, l'image non seulement elle va vous servir d'image à l'une, c'est ce qui va être repris sur les réseaux sociaux pour inciter les internautes à cliquer sur votre lien, mais aussi ça va permettre d'aérer votre article. Hop, par exemple comme ça. Bon là c'est très moche sur PowerPoint, hein, mais l'idée est là. Biribsoum, je suis resté sur la thématique. Par contre ce que je disais plus haut, attention aussi à ne pas mettre trop d'images, parce qu'on va parler un peu plus des images en détail derrière, mais si vous mettez vos images, si vous avez beaucoup d'images, l'article va être trop lourd et pour le coup va être mal référencé parce que Google privilégie les sites rapides. Et enfin sur la mise en page, il faut utiliser des call to action. Non c'est bon, je ne vous ai pas insulté là. Partagez, commentez, likez. Il faut inciter les lecteurs à être acteurs de votre article, se l'approprier. Et l'air de rien, c'est tout bête, mais juste le fait de dire partager l'article, et ben en général, les gens vont avoir plus tendance. Mais étrangement, si on ne dit pas partager, ça ne vient pas à l'esprit. On se demande pourquoi. Donc, apparemment, vous n'avez pas de questions. Je faisais un petit brief, une petite pause entre deux, puisqu'on va passer sur une autre section, qui est l'optimisation. On disait tout à l'heure justement que pour les images, il ne faut pas avoir trop d'images, il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes. Il faut penser à tout optimiser. Alors ça peut être votre hébergeur. Il ne faut pas prendre l'hébergeur le moins cher juste parce que vous allez gagner 2 € par an. Si leurs serveurs sont des veaux, ça va vous pénaliser niveau référencement. Votre thème de base, il peut être très bon, très mauvais. Vous pouvez rajouter des images qui vont se surcharger. Les plugins. Ne pas mettre des plugins pour tout et n'importe quoi. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la main, simplement un copier-coller et dans un widget, il n'y a pas besoin de plugins pour tout mettre. Par exemple, une aparté sur les plugins, il y a plein de gens qui mettent un plugin Analytics, alors qu'en fait c'est juste pour voir leur nombre de visiteurs. Alors que le plugin Analytics peut permettre de faire beaucoup de choses, mais c'est juste pour voir son nombre de visiteurs, on va juste copier le code, son code de traceur de Google Analytics et le mettre sur son blog. Inutile d'avoir un plugin qui va vous donner toutes les infos en direct. Et sinon, simplement, vous allez sur analytics.google.com, vous aurez toutes vos infos, c'est aussi bien, et vous ne surchargez pas votre blog. Et surtout, optimisez les images. Plus le site va être rapide, plus Google va être heureux, plus vos visiteurs vont être heureux. Plus vos visiteurs vont être heureux, plus Google va être heureux. Et à la fin, vous.
Alors quand on parle d'image justement, il y a un truc qui est super important. On nous a tout le temps dit le contraire. Enfin, il y a plein de fois, enfin, surtout les mecs, on essaye de se dédouaner un petit peu avec ça. Mais il faut vraiment se le dire, la taille, ça compte. Il faut vraiment... Ça ne m'étonne pas. Je suis allé chercher loin en plus. Donc vous avez un super appareil photo dernier cri. Comment rebondir sur ça? C'est ça. Je rebondis sur tout et n'importe quoi, t'inquiète pas. Donc vous avez un super appareil photo dernier cri. Vous prenez des photos de 30 mégas, enfin, vous pouvez faire des posters, vous pouvez vraiment aller concurrencer n'importe qui en termes d'image. Par contre ça vous sert à rien pour votre blog. Parce qu'une résolution de 6000, je vois pas trop à quoi ça va servir dans un blog. D'autant plus que souvent le conteneur de votre blog, là où votre contenu apparaît, lui va avoir une taille limite. Donc c'est important quand, dans votre thème de savoir s'il y a une taille limite ou pas dans le conteneur de votre blog pour pouvoir adapter vos images à ça. Après, les images vont être adaptées en fonction aussi du support de la personne, mais vous ne pourrez jamais dépasser les 920 pixels par exemple. Après, il faut aussi adapter la taille de son image à son contenu. Plus haut, j'avais mis une petite image à gauche du texte. Cette image, souvent on voit des personnes qui vont prendre une image de 2024 et qui vont la compresser juste pour pouvoir la mettre à gauche. Sauf que, ok, visuellement, on a cette image qui est petite, qui fait 200 pixels sur l'écran. Mais à charger, pour le serveur et pour le visiteur, ça reste une image de 1024 pixels à charger. Donc il faut penser image recadrée en fonction de l'endroit où je veux l'utiliser. Une fois que ces images sont à la bonne dimension, sont comme vous le voulez, il faut penser à les optimiser. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a des logiciels, Photoshop pour ne pas le citer, petite fonction enregistrée pour le web, vous baissez un peu de qualité. Alors visuellement sur le web ça va rien faire. On va pas avoir de différence par rapport à un enregistrement haute qualité. Et par contre vous allez diviser le poids de votre image par 3, 4, voire parfois plus. Si vous n'avez pas le logiciel et que vous ne savez pas faire, il y a des sites web qui le font très bien. Et sinon il y a des plugins. Donc Google, je reviens tout le temps sur lui, hein, il existe, comment il s'appelle déjà, Bing, bref, c'est quand même Google qui contrôle non pas le monde mais la France, parce qu'on est plus de 90% d'utilisateurs dessus. Et donc Google privilégie les sites qui se chargent rapidement. Si vous faites un test de rapidité Google, vous pouvez le faire chez vous, ou avec ton petit PC tu peux le faire si tu veux. Une simple recherche Google Speed Test, j'ai pas l'URL précise en tête, vous allez pouvoir saisir l'adresse de votre blog et il va vous analyser la rapidité de votre site, que ce soit sur mobile ou sur PC. Et là souvent on prend peur. Oui, bien sûr, tu peux poser ta question. Est-ce que ça veut dire que sur les articles qu'on n'a pas encore publiés, ok, mais ceux déjà publiés, il faut qu'on revienne dessus pour modifier tout ça? Théoriquement, oui. Oui, parce que tout ton contenu, Google analyse tout ton contenu, c'est le site en globalité. C'est ça. Et il ne faut pas analyser uniquement sa page d'accueil, il faut voir tout son site. Après, tu peux aussi retravailler ton contenu petit à petit, ou surtout dès maintenant prendre de nouvelles bonnes habitudes. Et après, un truc que je te conseillerais, c'est avec tes stats, aller voir tes articles les plus lus. Parce que si tu as un article qui fait 2 visiteurs l'année, même si c'est pénalisant pour le reste, pour le score global de ton site, s'il fait 2 visiteurs l'année, t'embête pas trop à aller le modifier en priorité. Par contre, si tu as un article qui fait 200 visiteurs par jour, là c'est peut-être plus intéressant d'aller le modifier. Faire en urgence, entre guillemets. Voilà. Oui. On a 2 petites questions concernant la taille. Ouais. Alors, il y a tout d'abord Anne Barret qui nous demande comment faire quand la taille limite est atteinte dans le stock du blog, sans effacer le contenu, sans effacer les photos, ni acheter plus de place. Est-ce qu'il y a une solution? Attends. Cherche une baguette magique en fait. Non, si t'as plus de place, tu peux. Tu as des plugins par exemple, par contre, tu vas pouvoir contourner le souci. Justement, si tu n'as pas optimisé tes images, tu as des plugins qui vont pouvoir optimiser tes images à la volée.
Les versions gratuites ne sont pas toujours optimales, mais en tout cas tu pourras gagner un petit peu de place rapidement. Par contre, si tu n'as plus du tout de place sur ton blog, sur ton serveur FTP, installer encore un plugin, ça va être difficile. Il va peut-être falloir supprimer une image pour récupérer quelques mégas pour mettre ton plugin. Ok. Une autre question de Alizé Fonvielle qui nous demande quel est le format idéal pour des images. Non, je me marrais sur le ton que tu disais, ça faisait un peu jeu de télé. On est aux grosses têtes. Attention, je vais sortir une blague. Non, je plaisante. Je vous ferai pas ça. Donc le format idéal, sous quelle forme en fait? C'est les dimensions ou le format du fichier? Le poids, je pense. Non, le format, je pense que c'est plus... Enfin bref, je vais essayer de vous répondre global. Pour le web, le JPG, PNG, les deux sont bien. Non, je ne vous insulte pas encore une fois. JPG ou JPEG est une extension d'image. C'est les formats principaux. Si tu as un réflexe par exemple qui t'enregistre des photos en RAW, ça sert à rien, tu ne pourras pas les afficher sur ton site. Non, c'est les formats basiques. J'ai bien fait jouer avec ma souris. JPEG c'est mieux pour les photos et PNG c'est mieux pour les graphismes et les illustrations. Oui, ça dépend aussi de ce que tu veux. Si tu as besoin de transparence, pour le coup, tu passes en PNG. Ou en GIF ou GIF. Parce que je dis les deux comme ça, je ne vais pas me faire insulter. Il y a un débat qui va se lancer, GIF, GIF. Non, tu peux. Enfin, PNG, mieux, plus léger. Une dernière question d'Alizé. Si on modifie les images, est-ce qu'on perd le référencement Google qui a été fait à partir de cette image? Tout dépend de la modification de l'image. En fait, tu peux si par là tu entends la supprimer pour en envoyer une nouvelle qui va être la même, mais pour pouvoir l'avoir redimensionnée et gagner du poids, ce qu'il faut faire en fait c'est juste garder le même nom. Tant que l'image a le même nom, tu ne vas pas perdre ton référencement. Si par contre tu lui donnes un autre nom, c'est la même photo, bah, l'image ne sera plus référencée. Par contre si l'article est bien référencé, cette image-là va être référencée rapidement. Mais par contre si l'image en elle-même t'a apporté beaucoup de visiteurs, là tu as perdu tout ça. Très bien. Donc justement d'ailleurs, ça tombe bien cette question, ça a permis d'enchaîner. Parce qu'optimiser ces images c'est bien, mais bien les référencer c'est mieux. Alors du coup quand on a fait son image, on l'a cadrée, on l'a optimisée au niveau poids, tout ça. Par contre elle s'appelle A10500B, ça sert à rien. Votre image, il va falloir la renommer. Il va falloir prendre quelque chose de cohérent avec l'image et cohérent au niveau référencement. Le nom de l'image peut déjà insuffler un petit peu de référencement. Tiens, regarde bien pour le coup, je te disais qu'elle est allumée avec... Donc, vous ne mettez pas d'espace dans un premier temps, vous allez mettre des tirets. Et oui, tiret du 6, pas du 8. Le 8, c'est un underscore. Tiret du 8 n'existe pas. Et ne surtout pas utiliser d'accent. Parce que si vous Safari, entre autres, peut-être que d'autres ont le même souci que lui, déteste les accents. Une image avec un accent, il y a de fortes chances qu'elle n'apparaisse pas. C'est pas dégueulasse, c'est mal programmé, c'est différent. C'est une formation publique, c'est fait pour tout le monde peut participer. Donc votre image a bien été bien nommée, vous allez pouvoir l'uploader sur votre site. Une fois que vous l'avez uploadé, le boulot n'est pas fini. Dans un premier temps, donc vous allez pouvoir, alors là je sais pas si ça vient se voir filmer, vous allez pouvoir lui mettre un titre. Par défaut, quand vous l'avez envoyé avec les tirets, tous vos tirets vont revenir directement dans le titre de l'image. Vous pouvez enlever les tirets pour que ce soit un peu plus joli. Vous pouvez aussi changer un peu le titre de l'image. Toujours mettre des mots-clés dedans aussi pour favoriser le référencement. Attention, mettre des mots-clés dans une image, c'est une bonne chose pour référencer son site, pour faire référencer un article. Il ne faut pas en abuser non plus. Il ne faut pas gaver le titre de votre image de mots-clés en vous disant ça va être super bien référencé. Google est très intelligent, parfois plus que les humains, même souvent. Et Google va simplement griller que vous forcez le référencement et il va vous déclasser, voire même potentiellement vous envoyer un bac à sable si vous jouez un petit peu trop avec à suroptimiser vos articles. Il va falloir décrire votre image aussi. Alors ça, il y a plein de gens qui ne le font pas. Et alors, c'est mal
décrivez vos images. Pour une très bonne chose, toujours référencement, mais aussi les logiciels pour malvoyants utilisent la description de vos images. Donc quand vous êtes en mode éditeur, c'est la balise Alt de l'image. Donc ces logiciels vont l'utiliser pour pouvoir décrire à l'utilisateur ce que décrit votre image. Donc pour le coup, il faut que la description soit le plus honnête possible, le plus précise possible, et glisser un mot-clé. Ça revient toujours. C'est dans Légende que tu fais ça? Non, surtout pas. Ah non. Légendes, ça va être visuel. Légende, c'est une légende qui va apparaître sur ton image, sur ton blog en ligne. Ah bah oui, bien sûr. Pardon. Le texte alternatif, c'est simplement la description de l'image, la balise Alt que je disais tout à l'heure. Elle n'est pas visible sauf si tu la chercher. Mais justement, ces logiciels, eux, utilisent ça principalement pour pouvoir décrire l'image aux malvoyants. J'utilise pas description, juste texte alternatif. Ouais, non, j'utilise juste le texte alternatif. Ah, ok. Et donc ça c'est hyper important et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui utilisent le Alt aussi juste pour gaver de mots-clés. Et du coup c'est pénalisant pour une partie de vos visiteurs, quoi. Ouais, le référencement permet aussi d'être cool avec tous ces visiteurs. Justement, on rentre vraiment dans la partie pur référencement de votre blog. Donc on va avoir le temps pour papoter, après je crois que je vais un peu vite. Ah ouais, carrément. Je vais très vite même. J'étais stressé sur le format 1 heure du coup. Donc le SEO, Search Engine Optimization. Non, encore une fois, je ne dis pas de gros mots. Donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc c'est toutes les actions que vous allez mettre en place sur votre blog pour pouvoir mieux apparaître dans les moteurs de recherche. Donc on en parle depuis le début en fait, les mots-clés, l'optimisation des images, l'optimisation des contenus, mais il y a encore des choses à faire. On n'a pas totalement terminé. Alors, désolé pour ceux qui sont sur Blogspot, Joomla ou autre, j'ai fait très orienté WordPress. Hein. Les deux acteurs majeurs du référencement pour WordPress sont Yoast et All-in-One SEO Pack. Les deux sont équivalents, voire en termes de téléchargement, ils sont à peu près kiff-kiff. Il y a quelques temps, All-in-One était devant en termes d'avis par rapport à Yoast. Là, Yoast est repassé devant. Il y a eu un moment où, d'ailleurs, WordPress de base propose Yoast beaucoup plus facilement que All-in-One. Après, lequel vous choisir, c'est à vous de voir. Je vais vous donner juste mon avis perso. Moi, je préfère et je recommande surtout pour les débutants, All-in-One. Yoast va vous mettre des petits indicateurs, va vous dire votre mot-clé n'est pas présent au bon endroit, vous n'avez pas mis la densité de mots-clés n'est pas suffisamment importante, vous n'avez pas mis de mots transitoires dans votre article, il est hyper anxiogène. Bloguer à la base c'est un plaisir. C'est raconter quelque chose, c'est transmettre quelque chose à quelqu'un, échanger avec ses lecteurs, avec sa communauté. Si on commence à se prendre la tête sur toutes les règles que Yoast met, sur lesquelles il est hyper pointilleux, on n'est pas rendu. Et comme je disais tout à l'heure, la première chose qu'il faut voir pour être référencé, il faut écrire pour ses lecteurs. Je vous disais tout à l'heure, Google prend toutes les données. Si vos lecteurs débarquent sur votre article, ils lisent tout votre article jusqu'au bout, ils le partagent derrière ou ils le commentent, et ben ça vaut tout le référencement que vous allez pouvoir appuyer au maximum avec les règles de rédaction. Il faut soigner les balises méta. Et les avez anticipées là. Je dis ça à une prof, hein. Ça fait plaisir, sérieux. Pour une fois que c'est pas moi. Alors les balises méta, qu'est-ce que c'est? C'est le titre, la description et les mots-clés. Il y a des méta et autres méta, mais là on parle uniquement des basiques référencement. C'est ce qui va permettre d'afficher votre article, votre blog dans les moteurs de recherche. Si Google veut bien.
Parce que parfois Google choisit lui-même ce qu'il va afficher. S'il considère que ce que vous avez mis est pas bon, il va afficher autre chose. Mais en tout cas, c'est utiliser le titre, la description, etc. Ça va être, enfin, c'est ce qui va vraiment permettre d'essayer de pousser quelque chose. Attention, encore une fois, que ce que je disais avec les images et les mots-clés, à ne pas suroptimiser. Ça supprimerait tout ce que vous avez fait jusque-là. Parce que si vous suroptimisez en mettant des mots-clés dans tous les sens, Google, encore une fois, le voit. Et c'est direction plus bas, voire bac à sable. Bac à sable, en fait, c'est, oui, plusieurs fois que je le dis, mais simplement bac à sable, c'est quand Google te met une grosse pénalité. Et ça porte bien son nom, parce qu'une fois que tu es dedans, tu peux ramer pour essayer d'en sortir. Les balises méta, ça c'est screen sur Yoast. C'est un peu sur All-in-One, pardon, c'est un peu différent sur Yoast, mais le principe est le même. Vous allez pouvoir mettre votre titre, dans lequel vous allez devoir mettre votre mot-clé principal. Alors il y a des règles aussi à respecter à ce niveau-là. Un titre, grosso modo, doit faire 60 caractères. Ce qui est à peu près faux maintenant, parce que Google, en fait, Google n'affiche pas un nombre de caractères, mais affiche un nombre de pixels. Donc si vous avez un titre avec 50 i, je sais pas quel titre vous parlez. Ah si, vous avez été reçu pour les Ifluents. Je savais que ceci marcherait. Et si vous mettez 50 i dans votre titre, et ben, il y aura beaucoup moins de pixels que si vous avez 50 w. Et si Google affiche des pixels, n'affiche pas réellement le nombre de caractères. Donc si vous avez, All-in-One le fait aussi, vous dire attention, vous allez dépasser les 60, mais vous pouvez jauger. Et en plus de ça, cette règle du 60 qui était une moyenne qui a été réalisée sur les types de mots qu'on peut utiliser, elle est plus ou moins fausse aujourd'hui parce que Google a augmenté le nombre de pixels qu'ils affichent dans les résultats. Ensuite, la description. Attention à ne pas remettre dans la description directement ce que vous avez dans votre titre, ça ne sert à rien. La description, quand vous allez la faire, il faut qu'elle décrive bien votre article, il faut qu'elle le résume et qu'elle donne envie de cliquer. Il faut que ce soit, c'est la vitrine publicitaire de votre blog, de votre site, hein, si c'est sur un site. Et à ce niveau-là, vous avez le droit à 250 caractères. Vous pouvez tricher en plus en disant j'avais que 250 caractères, en disant vous allez découvrir 3 petits points. Putaclic. Et le meta keywords, les mots-clés. Alors, il est dit que les mots-clés, Google ne les prend plus en compte. Mais Google, même s'il ne prend plus en compte, comme on pourrait avoir le gros débat sur le nofollow, et je ne dirais pas le dofollow, qui est une déformation de langage, le dofollow n'existe pas, c'est l'état par défaut d'un lien. Voilà, je me tease moi-même. Il y a par exemple, Yahoo utilise toujours les mots-clés pour pouvoir classer vos articles, classer votre site. Bon, après, vous allez me dire qu'il utilise Yahoo aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il vaut mieux continuer à le mettre. Pareil, il y a une règle, ne pas dépasser 11 mots-clés, mais mettez-en 2-3, ça suffira largement. Parlons de mots-clés. Il y a un truc que je n'ai pas abordé sur WordPress. Quand vous rédigez un article, vous avez les tags qui sont associés à des mots-clés. Alors, les tags, c'est très bien, vous pouvez l'utiliser comme un mot-clé pour votre blog. Le truc, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser comme ça à la volée sans réfléchir. À chaque fois que vous allez en créer un, il y a une page qui va être créée pour référencer tous les articles qui utilisent ce tag. Enfin, ce tag. Oui, tout ça. Mais donc pour le coup, il ne faut pas en mettre 50, parce que sinon votre article, on va le retrouver dans 50 sous-catégories. Perso, j'utilise même quasiment plus. Et pensez, on peut aussi le régler dans les paramètres, mais là ça rentre dans des choses beaucoup plus profondes. On peut demander à notre plugin de référencement de ne pas référencer les pages catégories de tags. Parce que pour le coup c'est assez inutile. Donc quand vous créez un tag pour un article, réfléchissez bien en amont, est-ce que je vais le réutiliser un jour?
ça peut vraiment être une sous-catégorie. Plutôt que de mettre un article, tiens, est-ce que je le mets dans 2 catégories différentes? Je le mets dans une catégorie, utiliser un tag pour l'avoir en référencement en sous-catégorie. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on va utiliser une fois et ne jamais revoir derrière. Tu veux passer à l'étape suivante et... Ouais, j'ai alors, 2 questions qui vont concerner cette partie-là. D'abord, j'ai Alizé qui demandait s'il vaut mieux un titre court et une plus longue description ensuite. Non. Faut le titre, je dis 60 caractères, tant qu'on peut lui... dans l'idéal, il faut essayer de monter aux 60 caractères. Il faut monter au maximum de ce qu'on nous propose, et pareil pour la description. De la même manière, surtout la description d'ailleurs, si vous avez un titre trop court parce que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas non plus brodé pour le plaisir d'avoir un article, enfin un titre trop long. Mais par contre la description, mieux vaut quand même pousser sur les 250 caractères, parce que si tu mets juste 3 mots, quand on avait le... Hop. Je vais m'embêter après du coup avec ce que je suis en train de faire là. Et je suis allé trop loin. Mais voilà. En fait, même, tu vois, même là, moi je devrais en ajouter encore, parce que pour le coup, ça fait vraiment short. Si tu as juste 3 mots, en fait, directement, tu vas avoir ton titre, ton lien, tes 3 mots là, et tu passes à la suite. Pour donner envie à quelqu'un de cliquer sur ton lien, c'est un peu juste. Ok. Du coup, la deuxième question de Céline reprenait un peu ça, elle se demandait si le titre méta devait être bien différent du titre. Non, alors on peut. Faut pas non plus que ce soit, pas que ton titre ce soit je suis fan des poules et que ton titre SEO ce soit je suis fan des coqs, parce que là pour le coup c'est pas, enfin, je suis fan des ânes, carrément vraiment tu fais un écart, là c'est totalement incohérent, ça sert à rien. Mais tu peux avoir une petite différence entre les deux. Perso, en général, je ne me prends pas la tête, je mets la même chose parce que mon titre d'article, je l'ai pensé optimisé, j'ai pensé référencement, donc j'utilise le même. Et je me dis que j'allais m'embêter après pour passer à la suite. C'est beau. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Si vous cherchez des images, tiens, parce que je vous ai parlé d'optimiser vos images, mais une question qui revient tout le temps, où est-ce qu'on trouve des images libres de droit, en effet, surtout. Vous avez un site qui est très bien, il suffit de leur faire un petit lien quand vous utilisez leurs images, ça s'appelle FreePic, PIK. Et j'utilise pour faire pas mal de choses, dont voilà, des images comme ça très sympas qui vous permettent d'illustrer. C'était pas le sujet, mais une petite info en plus entre deux, c'est toujours bon à prendre. Donc, ce que je disais tout à l'heure, bloguer, si on s'y met en général, c'est parce qu'on veut raconter quelque chose, on veut le partager, on veut être lu. Et justement, les réseaux sociaux servent à ça. Et aujourd'hui, justement, tous les réseaux sociaux ont tendance à vampiriser les commentaires des blogs. On va avoir des réactions, pour le coup, qui vont être un coup sur Facebook, sur Twitter ou autre. Et c'est un peu dommage pour le coup, parce que quand on utilise vraiment les commentaires, quelquefois, ça permet vraiment d'améliorer l'article, ça permet d'aller plus loin, ça permet d'avoir des réactions de personnes. C'est bon pour votre référencement, les commentaires, parce que l'air de rien, on va avoir des mots-clés indirects dedans. Mais voilà, c'est comme ça, on va pas refaire les internets. Aujourd'hui, il faut être sur les réseaux sociaux et interagir avec sa communauté. Donc déjà, il va falloir prendre vos partages efficaces. Donc il y a, comment dire, donc toujours pour revenir au plugin SEO, vous avez la possibilité de modifier en direct la présentation que va avoir votre article quand vous allez le transmettre. Vous allez pouvoir lui donner une image à la une différente de l'image à la une sur votre site. Vous allez pouvoir avoir une image différente pour le coup sur Twitter ou sur Facebook. Vous allez pouvoir vraiment créer des interactions différentes où j'avance un peu sur ce que je dis derrière, mais voilà, vous avez un public différent un peu sur tous les réseaux, donc vous allez pouvoir personnaliser avec ça. Il y a certains plugins qui vont vous permettre de partager vos articles partout. Dès que vous l'avez publié, automatiquement, en 2 secondes, il est partout. Il y a une super animation que vous avez ratée, les filles, arrêtez de... Erreur. Ah, mais elle me l'a dit en fait en direct. Elle savait déjà. Ouais. Et voilà, tu trolls ma présentation. Ouais, elle est trop forte. Ouais.
Donc non, faut pas... C'était tellement pratique. Ouais, attends, du coup je me demande si je troll pas. C'est bon, je peux le passer. Donc en fait, sur chaque réseau, vos communautés sont différentes. Vous n'avez pas touché, alors à moins que vous ayez vraiment les 10 followers, 10 fans Facebook qui sont votre père, votre grand-mère et vous avez créé un compte à votre chien. Mais vous n'allez pas avoir les mêmes personnes. Tout le monde n'utilise pas Twitter. Tout le monde n'utilise pas Pinterest. Tout le monde, quasiment tout le monde utilise Facebook. Sinon maintenant, on part et louche si on n'a pas de compte Facebook. Donc vous avez, chaque réseau en fait a un public qui est différent et on ne s'adresse pas à notre public de la même manière qu'on soit, voilà, si vous êtes au boulot, vous allez parler à vos collègues d'une manière, vous n'allez pas parler pareil avec vos potes. De la même manière avec vos collègues, si vous parlez au boulot, si vous êtes à la 5e bière, vous n'allez pas parler de la même manière. Et pour le coup, il faut vraiment penser à bien optimiser son discours sur les réseaux quand on partage, pour pas avoir la même chose. Faut vraiment pas, faut pas prendre les gens pour des idiots non plus. Si une personne vous suit sur Facebook et sur Twitter en même temps, elle voit en direct tout sortir, c'est vrai, il n'a pas pris 2 secondes pour essayer de me présenter son article correctement. Sur Twitter, si vous partagez votre article, vous pouvez le partager 2-3 fois, pourquoi pas, à des heures différentes. Essayez de modifier un petit peu le ton entre deux. Si vous, par exemple pour la règle sur Twitter, on va vous dire il y a 1 heure optimum pour publier. Alors si vous êtes sur un site web, on va vous dire il faut publier à 14h. Attention, publier à 14h, c'est des conneries. Parce qu'ils ne connaissent pas ta communauté. C'est qui ta communauté? À quelle heure ils sont devant leur ordi? Ils travaillent pas. C'est plutôt des noctambules, c'est des leftos. C'est toi qui connais ta communauté et c'est toi qui vas pouvoir définir à quelle heure tu vas avoir un partage. Quand on partage son article, on va voir, tiens, aujourd'hui je l'ai partagé à 10h, j'ai eu 10% de clics dessus. Je l'ai partagé à midi, j'ai eu 1%. Donc voilà, avec l'expérience, on va pouvoir noter petit à petit le vrai bon moment auquel on va partager. Donc là, si on a plusieurs horaires intéressants pour partager, si vous en avez un à 10h et un à 3h du matin, c'est peut-être pas la même personne qui est présente entre deux. Donc il y a peut-être un discours différent à avoir avec les personnes que vous allez toucher à des moments différents. Et pour le coup, je suis bien en avance parce qu'il me reste 2 slides derrière. Et 18 minutes, donc j'espère que vous avez plein de questions. Donc voilà, pour le coup j'avais peur de ne pas réussir à tout faire venir en 1 heure, donc j'y vais aller un petit peu vite. Donc, je pense qu'il y a des points à éclaircir aussi, ou je peux aussi aller plus loin sur d'autres choses. Et si, j'ai glissé ma pub à la fin, je suis désolé. Si vous avez encore des questions à l'issue de cette formation auquel on n'a pas répondu, on a aussi un groupe de blogueurs sur lequel on est quelques-uns. On est parfois méchants, mais on aide quand même, on a bon cœur dans le fond. Donc vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe La Vie des blogs. Alors, pour toutes vos questions, les filles, si vous êtes partis sur les réseaux sociaux. Non, moi j'ai une question. Oui. Ça revient un tout petit peu en arrière sur les photos. Ouais. Donc il faut faire un titre. Effectivement, je ne mets pas toujours de titre. Mais par contre, je vérifie toujours à enlever, tu sais, le nom de la photo. Le nom moche, quoi. Ouais. Des fois, je ne le vois pas. Quand je mets ma photo, quand je l'enregistre, je cherche, je ne trouve pas le nom. Donc je ne peux pas l'enlever. Parfois, il n'apparaît pas sur... Ma question est peut-être bizarre, je ne sais pas si tu arrives à suivre. Je crois que je comprends. Mais bon. Alors là, pour le coup, on est de... Alors attends, je vais essayer de résumer. Comme ça, en plus, je vais le dire fort. Je ne sais pas si on t'entend sur le côté au niveau de la vidéo. Donc en gros, quand tu uploads ta photo sur ton blog, dans la case qu'on avait tout à l'heure où tu as le titre de l'image, parfois le titre n'apparaît pas. Oui, et donc je ne peux pas l'enlever. Après, quand mon lecteur va sur mon blog, il se tape sur ma photo un truc immonde avec plein de chiffres là. Trop cool. Ah, parce qu'en plus, ça apparaît sur ton blog. Oui, c'est horrible. Alors là, le cri du cœur.
Là, c'est un vrai problème technique, donc là, faut voir. Bon, d'accord, c'est mort. Ça peut être... Trop compliqué pour moi. C'est sur WordPress? Oui. Ouais. Donc, t'as des plugins pour les images? Pas du tout. Est-ce que tu as installé des choses qui vont te Non, permettre d'optimiser tes images? Mais non, mais jamais de la vie, moi, j'ai pas fait ça. Moi. Ton WordPress est à jour? Là, tu aurais dû me répondre, bien entendu. T'arrêtes pas de nous saouler avec sur tous les groupes. Oh, je crois pas. Donc, en gros, vérifie si t'es à jour, mais à jour au cas où. D'accord. Ça fait longtemps que t'as le problème? Oui. Oui? Bon, alors, si ça fait longtemps que t'es pas à jour là-dessus, tu vas vraiment te faire taper sur les doigts. Donc, non, sinon, tu peux avoir un vrai problème avec. Donc, alors, perso, je te dirais que c'est pas si compliqué que ça à résoudre. Mais on claque pas des doigts non plus pour le faire. D'accord. Parce que ça peut être juste une petite bêtise, tout comme ça peut être réinstaller juste le noyau de WordPress et de tout réinventer derrière. Avec des bons plugins, ça se fait en 3 clics. Ok. Bon, finalement, je croyais t'aider, tu vas repartir en C'est pleurant. ça, tu m'as bien déprimé. C'est bon, c'est super. Tu m'enverras l'info, tu verras un lien, je regarderai, ce sera plus simple. Question en ligne? J'ai répondu à tout. Est-ce que tu as des noms de plugins à donner sympas, efficaces? Alors justement, ça tombe bien parce que j'avais normalement prévu une petite partie aller plus loin. Et comme quoi, tu vois, je stresse tout le temps et après je cours. Quand j'ai 1 heure, c'est chaud quand on me dit tu bloques sur 1 heure. Sur la présentation des articles et surtout si on veut faire des pages aussi, il y a des plugins qui marchent très bien, qui sont super sympas, qui permettent de créer en fait en glisser-déposer, d'avoir des petites cases en fait. On va créer une rangée, alors par exemple tu vas pouvoir créer une rangée, avoir 3 blocs différents, en dessous en avoir un seul, pour pouvoir aligner correctement tes infos, avoir des fonctionnalités supplémentaires, pouvoir avoir une intégration de vidéo qui va être dédiée, avoir une intégration de Google Maps si on a besoin. Par exemple pour un formulaire de contact, des choses comme ça, c'est toujours sympa. Et il y en a un qui est gratuit, qui s'appelle Site Origine. Et par contre, quand on l'installe, il faut bien penser à installer, il y a tout un tas de petits add-ons qui vont avec, qui permettent d'ajouter des fonctionnalités, parce que Site Origine, de base, tout seul, il est assez pauvre. Mais il y a plein d'add-ons qui vont super bien avec. Pour optimiser les images? De mémoire, je ne l'ai pas. Insanity, non? Ouais, il y a Insanity, mais j'ai pas utilisé. Il me semble qu'il est payant, lui, si tu veux avoir les fonctionnalités à fond, non? C'est gratuit. Non, c'est pas celui-ci là. Et Insanity, j'en ai déjà entendu parler, il paraît qu'il est pas mal. Il y en a plein après, j'ai Optimize WW, je crois, Ouais. 3 de mémoire. Qui est gratuit mais qui a une offre payante aussi. Ouais. Si j'ai pas mes notes, je suis perdu, j'ai une mémoire, c'est horrible. Souvent pour répondre à des questions, je vais voir, attends, dans mon back-office, c'est quoi ce plugin déjà? Non, pour les images, il y a pas mal de choses. Il y a une fonctionnalité aussi, mais alors pour le coup, si c'est un blog perso juste pour soi, qu'on a quelques lecteurs et tout ça, c'est forcément de l'offre payante et c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais on peut aussi utiliser un CDN. Le CDN, c'est un serveur externe qui va héberger tes images, qui va permettre de les charger plus rapidement et surtout elles ne sont pas chargées depuis ton serveur. En fait, elles ne vont pas prendre la bande passante de ton serveur. Ce qui fait que quand on veut afficher le plus important de ton blog, on va l'avoir, Google reçoit les informations beaucoup plus rapidement. De la même manière, on peut aussi utiliser des plugins. Je les remettrai en commentaire les noms. J'en ai mis quelques-uns justement. Ouais. Mais on peut aussi utiliser des plugins qui vont charger tout ce qui va être JavaScript, etc. une fois que le plus important est chargé, une fois que ton contenu est chargé. Ce qui fait que pendant 2 secondes, tu vois, si tu vas sur mon blog maintenant, selon ta vitesse de chargement, pendant un quart de seconde, tu vas avoir un affichage tout moche. Le CSS n'est pas chargé. Parce que le CSS est chargé après, il charge le contenu le plus important en premier. Alors pour le lecteur, ça ne change pas grand chose, que c'est un quart de seconde où tu n'as pas de présentation. Par contre, pour Google, il a reçu ton contenu avant. Et en général, justement, je parlais tout à l'heure du test de vitesse Google. Quand on fait ce test-là, les erreurs qu'on voit la plupart du temps, c'est vitesse du serveur. Bon, là-dessus, il est assez exigeant quand même, mais ça va être vitesse du serveur, optimisation des images et les fichiers CSS et JavaScript qui se chargent avant le contenu. Donc en le chargeant derrière, en fait, c'est pas pénalisant pour le visiteur, mais par contre, Google est content. Et que penses-tu des plugins de cache? Très bien, ça dépend desquels. Faut bien les paramétrer, mais c'est. Faut aussi. Alors,
Le piège par contre des plugins de cache, parfois ça peut amener des petits soucis. Il faut bien avoir conscience qu'on a un plugin de cache, quelquefois aller le vider quand on a un souci. Mais ah, ça sent le véhicule. Oui. Non, le plugin de cache c'est aussi important à avoir. Il y a plein de choses avec le cache qu'on peut faire soi-même sans avoir de plugin. Mais C'est intéressant pour les contenus blog parce que les articles, une fois qu'ils ont été rédigés, généralement ils sont pas, ils sont vont pas changer tous les jours. modifiés à la volée, quoi. Ouais. Donc, du coup c'est intéressant de mettre en cache ces articles. Ouais, complètement. Et c'est pas Rocket Si, c'est Rocket. WordPress Rocket, c'est ça. Qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, Mais payant. Mais par contre, juste à le préciser, attends, on va faire un peu les choses, parce que même s'il y a des gens qui regardent en ligne un peu de partout, WordPress Rocket qui est le meilleur plugin, j'ai bien appuyé, le meilleur plugin de cache est lyonnais. Ouais. Pour essayer de les contacter, avoir des licences pour les référents via parents. Et oui, je pensais à autre chose, comme tu me disais justement, l'article de blog, on va pas le modifier, on peut quand même, c'est même parfois conseillé, les articles qui sont beaucoup lus ou qui peuvent être un peu vieillissants, c'est important d'aller les mettre à jour. Si on a appris quelque chose, on a raconté un truc à un moment donné, et finalement on s'est rendu compte qu'on s'est planté, on était complètement à côté. Alors là on a deux possibilités, soit on va aller reprendre l'ancien article, on va tout modifier. S'il était super bien référencé, par contre, ça peut être un peu couillon. On peut écrire un nouvel article. Par contre, sur l'ancien, on va aller dire, on va aller mettre une petite phrase en haut. Attention, vous pouvez lire cet article pour mon expérience, voir le déroulement qu'il y a eu à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte d'une erreur et je l'ai corrigé. Edit, parce qu'on voit ça. Oui, alors on le voit, mais tout le monde ne le voit pas. Ouais. Tout comme, tu vois, genre le on voit, on sait que ça fonctionne comme ça. C'est pas parce qu'on le sait que ça fonctionne de cette manière que l'internaute va forcément le savoir ou le voir ou le savoir. Typiquement, il y a plein de sites où on va pas mettre un lien accueil. Parce qu'on sait que quand on clique sur le logo, on retourne à l'accueil. Non, il y a plein de gens qui ne savent pas. 2/3 des internautes en réalité ne savent pas que le logo redirige vers l'accueil. C'est plein de trucs. C'est un truc important qui est difficile parfois à avoir en tête. C'est super logique pour moi, je vais le faire comme ça, il faut vraiment le faire de cette manière-là. Sauf que notre logique, c'est pas forcément la logique de l'internaute. Il faut vraiment se plonger dans la peau des autres. Quoi. Et se plonger aussi dans notre peau à nous, quand on est arrivé sur Internet, qu'on ne connaissait pas certaines astuces qu'on a aujourd'hui. Après, un truc aussi, j'ai un peu dit entre deux, je l'ai mis un peu sous forme de blague, prenez pas vos lecteurs pour des jambons. Et je disais qu'on blogue pour se faire plaisir et pour transmettre quelque chose. Mais un truc qui est important aussi, si vous voulez que vos articles soient lus, dans tous les cas, c'est d'être honnête. De pas écrire des articles juste parce que ça va être une mode que vous allez le prendre et vous en êtes fan alors qu'en fait vous n'avez rien à carrer. Vos lecteurs petit à petit vont vous connaître, vont vous suivre, vont savoir comment vous êtes. Et si vous faites quelque chose juste pour l'appât du gain, c'est grillé tout de suite. Il reste quelques minutes, c'est tout bon pour vous? Plus de questions en ligne? Bon, parfait, merci à ceux qui ont suivi, merci à vous d'être venus. Merci à toi. Et à la prochaine. Super. Merci Mathieu. Merci.